Bonjour à tous. Lundi 20 octobre 2025, et notre cher ami, le colonel Jacques Beau, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Merci. Colonel, permettez-moi de commencer par le soi-disant plan de paix de Trump et par ce qui s'est passé hier, l'attaque israélienne, plus de 120 frappes aériennes sur Gaza. Jusqu'à présent, nous avons appris que plus de 40 Palestiniens ont été tués lors de ces attaques. Laissez-moi poser une question simple, la même que j'ai posée à notre public. Peut-on contraindre Israël à faire la paix par le droit international? Est-ce possible? Avant d'en venir à votre réponse, voici ce que nous avons appris d'un ancien membre du Mossad et de l'armée israélienne. Il a partagé son point de vue sur le soi-disant plan de paix. Voici ce qu'il a dit sur la manière dont Israël le perçoit. C'est Gaza. Nous devons prendre les gens là-bas et les envoyer en Libye. Comment voyez-vous l'avenir de Gaza? Aucun avenir. Un parking? Une décharge? Mais quelle idée créative, je suis d'accord. Très bien, nous sommes d'accord. Soudain, ils envoient des missiles. Nos gens envoient des missiles depuis l'intérieur et ensuite nous disons « Oh, il y a un missile venant de Gaza ». Alors maintenant, nous pouvons répondre à cela. Et vous pensez donc que c'est aussi quelque chose de possible? Tout est possible. Nous allons effacer Gaza. Colonel, je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour expliquer comment le droit international pourrait nous aider à aller dans cette direction. Eh bien, la guerre entre Israël et la Palestine est en réalité un conflit qui a commencé il y a longtemps, il y a environ 100 ans, et qui s'est véritablement institutionnalisé en 1947. En 1947, nous avons vu apparaître ce que nous appelons le droit international moderne, dont l'ONU constitue une partie fondamentale. Les relations internationales se sont alors fondées sur ce nouveau cadre entre les nations après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1947, lorsque la résolution 181 de l'Assemblée générale a ouvert la possibilité d'avoir un ou deux États en Palestine, nous vivons cette guerre et ce débat permanent. En fait, il existe des centaines d'exemples. Dans un livre qui se trouve derrière moi, malheureusement c'est la version française, bien qu'il existe aussi en anglais, j'ai répertorié toutes les résolutions qui ont condamné Israël pour violation du droit international. Il existe davantage de résolutions rédigées à la main. En fait, Israël est le pays qui est le plus, pas sanctionné. Il n'a jamais été sanctionné. Mais c'est le pays contre lequel on compte le plus de condamnations dans le monde entier depuis la création de l'ONU. Cela signifie que nous savons que depuis, Israël a été créé en 1948, mais ils ont commencé à enfreindre la loi avant cela, car ils n'ont jamais accepté ce que la résolution 181 proposait. Elle prévoyait de décider par référendum s'il y aurait un ou deux pays. Et personne ne l'a lu, personne ne lit cette résolution, donc personne n'en parle. Beaucoup de gens pensent que la terre a été donnée à Israël, mais je rappelle que formellement, pas un seul pied carré n'a été donné légalement à Israël. Pas un seul pied carré. Cela signifie que l'ensemble du territoire d'Israël, quelle que soit la manière dont on en définit les frontières, que l'on considère ou non les territoires palestiniens occupés comme israéliens, n'a pas été acquis légalement, pas même un seul pied carré. En 1949, lorsque Israël a demandé à adhérer aux Nations Unies, il a été tenu de faire une déclaration affirmant qu'il respecterait le droit international, c'est-à-dire les règles de l'ONU et le droit international, comme condition pour rester membre de l'ONU. Depuis lors, comme je viens de le dire, plus d'une centaine de résolutions ont condamné Israël pour ne pas avoir appliqué le droit international et pour l'avoir violé.
Et je ne parle même pas du nombre de victimes résultant de ces violations. Cela inclut des massacres, de la torture, tout ce que vous pouvez imaginer. Et personne n'a rien fait contre Israël. Vous vous souvenez de la réaction du monde occidental lorsque la Russie a lancé son opération militaire spéciale. Tout le monde a essayé d'interdire la Russie, de restreindre les vols et les visas, et de tout faire pour l'isoler. Pour Israël, ils ont tué des centaines, je veux dire, des dizaines de milliers de Palestiniens, probablement des centaines de milliers. Ils ont volé des terres. Ils ont occupé illégalement des territoires en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan. À Gaza, ils l'ont occupé et ont dû se retirer à la suite des accords d'Oslo. Mais maintenant, ils sont de retour. Avec tous les massacres que nous avons vus, il est clair qu'il existe une intention délibérée de détruire un peuple. Cela a été reflété dans des documents récents de l'ONU, affirmant qu'Israël commettait un génocide. Mais au-delà de cela, simplement d'un point de vue militaire, si vous décidez de tuer un dirigeant palestinien en utilisant une bombe d'une tonne, cela signifie essentiellement que vous savez qu'il y aura d'énormes dommages collatéraux. C'est un massacre, et vous espérez simplement que le dirigeant du mouvement palestinien fera partie des victimes ou des morts. Autrement dit, nous sommes bien au-delà des dommages collatéraux. Et de manière surprenante, ou peut-être pas tant que ça, personne n'a rien fait. Nous avons même des pays comme la Suisse, dans une certaine mesure. Et oui, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, évidemment, qui continuent de soutenir Israël et même de leur fournir des armes et des munitions. Nous nous trouvons donc dans une situation très étrange où tout le monde sait exactement ce qui se passe. Car en réalité, le but du 7 octobre 2023 était pour les factions palestiniennes, pas seulement le Hamas. Le Hamas est simplement, disons, la faction la plus importante parmi une douzaine de mouvements différents en Palestine, allant de la gauche à la droite, certains nationalistes, d'autres islamistes, d'autres non, et certains complètement apolitiques. Ainsi, l'idée du 7 octobre était de porter la question palestinienne à l'attention du reste du monde. Et en ce sens, cela a fonctionné, mais probablement pas de la manière dont les Palestiniens s'y attendaient. Je veux dire, ils avaient cette idée, et nous le savons parce que tout a été écrit. Donc il n'y a pas de « je ne fais pas de spéculation ici ». Cela a été déclaré par les Palestiniens, par le porte-parole du Hamas, durant les premiers jours de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Nous savons donc que l'idée était, à travers cette action spectaculaire, de montrer au monde que la résistance palestinienne était toujours active, qu'elle pouvait accomplir quelque chose. Et l'action elle-même visait à montrer ou à rappeler au monde qu'il existe une question palestinienne. Le nom de l'opération, Déluge d'Al-Aqsa, fait référence à la mosquée Al-Aqsa, située sur le mont du Temple à Jérusalem. Ce site est également menacé de destruction par des éléments radicaux israéliens qui souhaitent reconstruire le Temple de Salomon. Et donc, pour cette raison, détruire la mosquée. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé cela l'opération Al-Aqsa, ce qui signifie que la portée de l'opération du 7 octobre 2023 dépasse largement la simple action menée à l'extérieur de la clôture, là où la population de Gaza était en réalité emprisonnée. En vérité, ce n'est pas tant l'opération elle-même qui a attiré l'attention du monde, mais la réaction d'Israël, qui était manifestement au-delà de toute, je dirais au-delà de toute compréhension humaine. Je ne parle même pas d'humanitaire, je parle d'humain. Toute personne dotée d'un sens de l'humanité a vu qu'Israël profite de la situation pour détruire une population.
Je reste stupéfait de voir que la Cour internationale de justice, dont la responsabilité, compte tenu de la plainte déposée par l'Afrique du Sud, était d'examiner si Israël viole la Convention pour la prévention du génocide. Encore une fois, nous parlons ici de la prévention du génocide. Nous ne disons pas, en tant qu'historiens, s'il s'agit ou non d'un génocide. Parce que beaucoup de gens vous diront, eh bien, il n'y a pas assez de victimes pour que ce soit un génocide. Mais la Convention porte sur la prévention du génocide. Ce qui signifie que l'idée même, techniquement, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais techniquement, même la première victime d'un génocide devrait être empêchée. Même le premier cas peut indiquer un génocide. Ce n'est donc pas une question de nombre de victimes, contrairement à ce que les Israéliens essaient d'expliquer en disant « Eh bien, ce n'est pas un génocide parce que nous n'avons pas assez de victimes. » Et de nombreux gouvernements tiennent le même discours. Il n'y a pas assez de victimes pour que ce soit un génocide. Mais ce n'est pas cela, l'idée. L'objectif de la prévention du génocide est d'en identifier les premiers signes afin d'arrêter le processus. C'est le but de la Convention. Et je reste stupéfait de le constater, mais nous savons très bien pourquoi, car l'un des juges de la Cour internationale de justice est en réalité d'orientation religieuse et admet que ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Et pour cette raison, la Cour de justice n'a pas encore décidé que cela pourrait devenir un génocide, parce que c'est bien là le point. Et donc nous continuons avec cela. Nous continuons avec la rhétorique, nous continuons avec le récit qui en réalité protège Israël. Et c'est extrêmement troublant pour ceux qui, comme moi, ont été actifs aux Nations Unies et ont œuvré pour la paix dans le monde en tant qu'officiers militaires, car nous voyons une acceptation totale de l'idée de massacrer des populations. Et lorsque vous allez dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, vous trouvez ce que l'on peut appeler un racisme systémique, oui, systémique, envers les Arabes. Et c'est aussi pourquoi d'ailleurs ils se sont mal comportés lorsqu'ils étaient en Irak, en Syrie et en Libye. Ils ont également bombardé des civils. Et en réalité, vous savez, ils ne font que rendre l'appareil à Netanyahou. Parce que lorsque vous critiquez Netanyahou et que vous dites « Eh bien, vous massacrez des civils », Netanyahou répond « Eh bien, vous avez fait exactement la même chose en Irak, en Syrie, en Libye et en Afghanistan. » Vous voyez? Cela signifie donc que le mauvais comportement devient une excuse pour mal se comporter. Et c'est exactement ce que l'on observe avec les puissances occidentales. Et bien sûr, cela ne mentionne même pas, je dirais, le soutien scandaleux des États-Unis à tout ce qui se passe en Israël. Un soutien dicté davantage par des considérations politiques intérieures que par les valeurs que nous sommes censés protéger et défendre. Par conséquent, nous avons une sorte d'Occident corrompu qui soutient désormais Israël. En réalité, tous les pays, car même avec l'idée de reconnaître l'État de Palestine, par exemple, comme nous l'avons vu le mois dernier à l'Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis, pour beaucoup de pays, ce n'était qu'un prétexte pour ne rien faire d'autre. Oui, ils ont reconnu la Palestine, mais nous savons que ce ne sont que des mots. Aucune action n'a été entreprise pour le mettre en œuvre. En réalité, c'est un prétexte pour donner à Israël un chèque en blanc pour le massacre de la population à Gaza. On peut le voir, même lors du spectacle que nous avons eu à Sharm el-Sheikh, où Donald Trump pouvait se présenter comme un artisan de la paix, et d'autres comme Emmanuel Macron ou Meloni sont venus simplement pour montrer à quel point ils étaient vertueux. En fait, ils n'ont rien fait. Ils étaient en arrière-plan. Oui, ils étaient en arrière-plan, exactement. Mais tu sais, ils n'ont rien fait à ce sujet. Je veux dire, s'ils avaient ne serait-ce qu'un peu de dignité,
ils ne seraient pas allés à Sharm el-Sheikh parce qu'ils n'ont pratiquement rien fait, littéralement rien. Et encore une fois, la reconnaissance de l'État de Palestine n'a absolument aucun effet. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Absolument aucun effet sur l'idée d'un processus de paix. Tout cela montre que l'Occident est désormais en fait assis entre deux chaises. La traditionnelle qui est le soutien inconditionnel à Israël, comme l'ont promis Emmanuel Macron, Keir Starmer et d'autres à Israël. Donc ce soutien inconditionnel est bien là. D'un autre côté, ils se retrouvent assis sur l'autre chaise, celle de leur propre population, car les gens du monde occidental ont commencé à comprendre ce qu'est réellement Israël. Nous arrivons à un point où ce conflit, où la manière dont Israël a réagi le 7 octobre, a jeté une lumière très particulière non seulement sur Israël, mais aussi sur la communauté juive dans son ensemble. Et pour cette raison, on assiste aujourd'hui à une flambée de l'antisémitisme et des actes antisémites dans le monde entier. Bien sûr, cela n'a probablement pas encore atteint le niveau d'un problème de sécurité nationale pour ces pays, mais cela commence néanmoins à devenir un véritable souci. Et désormais, les dirigeants occidentaux se retrouvent pris entre leur obligation ou leur engagement envers Israël d'un côté et leur engagement envers leur propre communauté juive de l'autre. Et cet antisémitisme, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler d'antisémitisme, car c'est là l'effet étrange et asymétrique de ce conflit. Vous savez, l'antisémitisme, c'est quand on déteste quelqu'un, en l'occurrence un juif, parce qu'il est juif, à cause de ce qu'il est, et non de ce qu'il fait. Mais maintenant, nous avons ce type de haine envers les juifs qui peut se traduire par de l'antisionisme. En fait, rappelons que le sionisme est une politique, un mouvement politique et non religieux. Et désormais, on voit apparaître une forme d'antisionisme, ou un mélange des deux, où les gens ne pensent probablement même pas au sionisme comme à une politique, mais détestent les juifs non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Ce n'est donc plus l'antisémitisme traditionnel que nous connaissions autrefois. C'est une autre forme d'antisémitisme. Et je dirais de manière provocatrice que l'antisémitisme n'existe plus vraiment, car personne ne déteste les juifs simplement parce qu'ils sont juifs. De plus en plus de gens détestent les juifs à cause de ce qu'ils font. Dans de nombreux pays, en particulier en France, il existe une communauté juive sioniste très influente qui soutient activement Israël dans les médias et réprime tout discours ou commentaire en faveur de la cause palestinienne. Le résultat, c'est que les Juifs qui défendent ou soutiennent Israël sont ceux qui apparaissent dans les médias et qu'ils attirent donc la haine de la population. Nous nous trouvons donc dans une situation très étrange où le monde occidental, qui voulait, après la Seconde Guerre mondiale, éliminer ce qui fut l'une des grandes tragédies de la guerre, à savoir ce qui est arrivé aux Juifs, est désormais allé à l'extrême opposé. Le tribunal de Nuremberg, les procès de Nuremberg et tout ce qui s'y rattache visaient à garantir la justice. Mais aujourd'hui, on a tendance à surprotéger les Juifs, même lorsqu'ils se comportent mal, au point qu'ils finissent par être à nouveau détestés. Nous avons donc créé une sorte de situation symétrique où, en voulant protéger quelqu'un, nous avons engendré les conditions pour que cette personne soit de nouveau haïe. Et c'est une situation très particulière que nous avons provoquée. Nous avons créé cette haine, et cette haine va perdurer, elle va même croître, car elle est inscrite dans le logiciel de toutes les sociétés. Et encore une fois, nous pouvons critiquer cela. Et je ne fais pas partie de ceux qui s'en réjouissent, car je ne suis pas un partisan de l'immigration incontrôlée et de tout ce qui l'accompagne. Je pense que chaque pays
devrait exercer un contrôle strict sur l'immigration afin d'éviter des situations qui modifient en profondeur le fonctionnement de la société. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui dans de nombreux pays. La France en est un exemple, avec une présence croissante de personnes venant de milieux complètement différents. Je veux dire, au début du XXe siècle, nous avions, en parlant de mon pays, la Suisse, où l'on pourrait aussi parler de la France ou de tout autre pays, beaucoup d'immigration en provenance d'Italie et d'Espagne. Mais ces personnes avaient une langue différente et évidemment un contexte culturel différent, mais elles partageaient la même religion. Il y avait donc des points communs. Les valeurs étaient les mêmes, le comportement était plus ou moins le même. Nous avions beaucoup en commun malgré les différences linguistiques. Par conséquent, les sociétés d'Europe du Nord pouvaient absorber cette immigration du début du XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'Italiens qui cherchaient du travail et venaient en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, etc. Mais nous pouvions les intégrer parce qu'ils avaient une culture similaire. Avec l'immigration musulmane, et je ne dis absolument pas que c'est une mauvaise immigration, je peux même voir la valeur qu'il y a à ce que d'autres sociétés apportent des valeurs différentes, etc. Mais lorsque cela se produit de manière incontrôlée et massive, sans laisser à la société le temps de s'adapter, on crée une situation susceptible de générer des conflits. Et c'est ce que nous avons en France, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on ajoute cette question sociétale de l'immigration incontrôlée, et les Français n'ont jamais vraiment su gérer l'immigration, c'est fascinant à observer. Nous avons tendance à associer la lutte contre l'immigration à l'extrême droite. Et au début des années 1980, c'était effectivement l'extrême droite qui s'opposait à cette immigration, c'est-à-dire à l'immigration d'Afrique du Nord. Mais ce que nous ne disons pas, c'est qu'en même temps, au début des années 1980, le Parti communiste s'opposait également à cette immigration, car elle devenait une forme de concurrence pour les travailleurs français. C'était une concurrence déloyale, car les personnes venant d'Afrique pouvaient être payées bien moins qu'un travailleur français. Ainsi, en favorisant cette immigration, on risquait de créer des problèmes et des tensions au sein de la classe ouvrière en Europe. On avait donc ces deux extrêmes qui, pour des raisons différentes, étaient opposés à l'immigration. Et encore une fois, le problème, je ne veux pas refaire toute l'histoire de l'immigration en France, c'est que pour ces raisons, les Français n'ont jamais réussi à mettre en place, disons, un contrôle intelligent de l'immigration. Ils ont laissé faire. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des immigrés et qu'il existait une seconde société au sein de la société française. Le problème avec cela, au-delà de la question de l'immigration elle-même, c'est que lorsqu'il s'agit d'Israël, eh bien, l'état d'esprit de la société a changé. Il y a 4-20 ans, si l'on prend la France comme exemple, on avait une approche plus catholique, ou disons chrétienne d'Israël. C'était pas vraiment conflictuel, car il existait cette idée qu'il fallait soutenir une population qui avait souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Français eux-mêmes avaient souffert de l'occupation. Par conséquent, il y avait une impression qu'il était normal de soutenir Israël. Mais aujourd'hui, nous avons dans nos pays des personnes qui sont venues parce que leur terre a été détruite, par nous-mêmes et par Israël. Je veux dire, pas directement par Israël, mais elles estiment qu'Israël a joué un rôle dans la destruction de leur pays. Prenons les Syriens, par exemple, ou les Libanais, dont une importante communauté vit en France. Ainsi, la population vivant aujourd'hui en France ou en Europe a une compréhension différente du conflit au Moyen-Orient de celle d'il y a 80 ans.
Et aujourd'hui, elle est bien moins favorable à Israël. Et cela crée des tensions au sein de nos propres pays, ce qui signifie que ce soutien aveugle à Israël que nous manifestons ne crée pas seulement des problèmes avec Israël lui-même, mais aussi au sein de nos propres sociétés. Ce qui est très étrange, c'est que personne n'a même essayé de s'attaquer à cette question. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être injuste envers Israël. Il s'agit d'exiger qu'Israël respecte le droit international. Quand j'écoute ce qu'a dit récemment Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, il a déclaré que le droit international ne s'appliquait pas aux Juifs, que c'était là la différence entre le peuple élu et les autres. Cela illustre exactement ce que nous avons constaté depuis octobre 2023, un mépris total du droit international. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de réagir violemment contre Israël. Mais pour rappeler à Israël qu'il fait partie de la communauté internationale. Israël n'est pas une exception dans cette communauté. Le problème, c'est que depuis 80 ans, nous avons tout toléré. En théorie, nous devrions pouvoir, sur la base de la promesse faite par Israël en mai 1949, lorsqu'il devait respecter le droit international pour entrer à l'ONU, dire à Israël, « Eh bien, vous ne remplissez pas la condition. Vous n'êtes plus membre de l'ONU. » Ce serait déjà quelque chose. Et ce serait fondé d'ailleurs sur la promesse qu'Israël lui-même a faite. Je vous rappelle qu'en septembre 1948, lorsque les pays arabes ont réagi après la déclaration d'indépendance d'Israël, parce que cette déclaration d'indépendance était en réalité ce que nous appelons en français un fait accompli. Cela signifie que vous avez en fait une partition des territoires, et cela allait à l'encontre de la résolution de l'ONU. Ainsi, en pratique, et contrairement à ce que l'on dit souvent, à savoir que les Arabes ont refusé la résolution 181, en réalité, les Arabes, en l'appliquant, ont réagi et sont intervenus en Palestine pour répondre à la crise. En septembre 1948, l'ONU a envoyé un émissaire spécial pour résoudre le problème. Et il a été assassiné. Par qui? Par les Israéliens. On voit donc que depuis sa création même, Israël a toujours refusé d'être soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois que les autres peuples de cette planète et a donc engendré tous ces massacres. Vous savez, si vous lisez mon livre ici, je retrace toute l'histoire de ce qui s'est passé à Gaza, l'histoire du Hamas et tout cela. Le livre a été traduit en anglais, non? C'est traduit en anglais, oui, absolument. Oui, Déluge d'Al-Aqsa. Oui, le déluge d'Al-Aqsa. C'est la traduction. En tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, et qui est devenu plus évident depuis octobre 2023, se produit en réalité depuis 2005. Vous savez, ces bombardements réguliers. Et quand on parle des missiles tirés par le Hamas, je veux dire, j'ai étudié cela parce que je le voulais. Si vous regardez ces roquettes, non seulement celles du Hamas, mais aussi celles du djihad islamique palestinien, en fait, ce sont eux qui ont été les premiers à utiliser ces missiles. Et si vous examinez les victimes causées par ces roquettes, elles sont extrêmement peu nombreuses. Pratiquement aucune. Lorsque j'ai écrit mon premier livre sur la guerre asymétrique, sur 10 ou 15 ans, il n'y avait eu que 4 victimes, presque rien. Alors je me suis demandé, pour quelles raisons les Palestiniens tirent-ils ou lancent-ils ces roquettes? Parce que, évidemment, ils ne tuent pas beaucoup de gens. Alors, quelle est la raison de les envoyer? Ils ne bombardaient pas Israël régulièrement chaque jour avec 10 missiles ou quelque chose de ce genre. C'était très sporadique. Et j'ai compris, à travers mes recherches, en comparant les rapports d'organisations comme B'Tselem et d'autres, que si l'on regarde les dates et les attaques de l'armée de l'air israélienne contre Gaza et qu'on les compare au moment où ces missiles étaient tirés, on voit un schéma.
Les missiles que nous prenons généralement comme exemple pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste étaient en réalité systématiquement des réponses aux bombardements menés par Israël. Alors, je me suis posé la même question à propos d'Israël. Pourquoi Israël bombarde-t-il les Palestiniens à Gaza de manière sporadique? Et j'ai remarqué, et je l'ai expliqué, car c'est très bien documenté, que Israël considère que même s'il existe une trêve ou un accord de cessez-le-feu avec les Palestiniens, tuer ou bombarder reste acceptable. Quand ils parlent de tuer, ils n'envoient pas un tireur d'élite ou quelque chose de ce genre. Ils envoient un avion. Ils bombardent des gens avec une bombe de 500 kilos et détruisent tout un pâté de maisons. Autrement dit, ils tuent 20 personnes pour en atteindre une seule. Mais les Israéliens estiment que tuer un dirigeant palestinien ne constitue pas une violation du cessez-le-feu. Donc pour eux, ce n'est pas une infraction au cessez-le-feu. Et quand on parle d'un tir de roquette du Hamas ou de quelque chose de ce genre, on ne mentionne jamais qu'auparavant, il y a eu une frappe de l'armée de l'air israélienne. Ainsi, on finit par avoir une compréhension complètement faussée de ce qui se passe à Gaza. Et nous avons l'impression, la perception, que le Hamas bombarde Israël de manière sporadique et aléatoire, simplement pour tuer des gens. Mais ce n'est certainement pas le cas. Si nous analysons les faits, nous pouvons constater que tout ce que fait le Hamas est une réaction à quelque chose. Et une réaction à quelque chose correspond à la définition d'un mouvement de résistance. C'est un mouvement qui résiste. Et je vous rappelle que la résolution 45-130 de décembre 1990 légitime d'abord la résistance palestinienne, en affirmant que la résistance palestinienne est légitime, premier point, et ensuite que cette résistance est même légitime par tous les moyens, y compris la force armée. C'est pourquoi, dans l'accord de cessez-le-feu récent, le Hamas n'a même pas commencé à dire qu'il se désarmerait. Parce que, selon le droit international et les résolutions des Nations Unies, le fait que le Hamas et la résistance palestinienne soient armés et résistent par la force armée est tout à fait légal. Par conséquent, même exiger que la résistance palestinienne se désarme serait contraire au droit international. Et c'est ce qu'il faut comprendre, car si nous continuons à considérer tous les Palestiniens comme des terroristes. D'ailleurs, c'est précisément l'un des indicateurs possibles d'un génocide. Souvenez-vous que des ministres, je crois que c'était Ben Gvir et d'autres, ont déclaré qu'il n'y avait pas de personnes innocentes à Gaza, ce qui signifie en gros qu'ils sont tous des terroristes. En conséquence, nous nous sentons autorisés à tous les détruire. Et ce simple fait devrait déjà suffire à me pousser à évaluer la plausibilité d'un génocide et à prendre des mesures pour le prévenir. Mais comme l'Occident ne veut pas aborder cette question, parce qu'il veut protéger Israël à tout prix, nous ne faisons rien et nous continuerons ainsi. On peut avoir des gens comme Macron. Ils font du bruit, mais ils ne feront rien. Et c'est là que réside notre inquiétude. Cela explique aussi, vous avez parlé d'un accord de paix, et je comprends que c'est ainsi que la communauté internationale et surtout Donald Trump le qualifie. Mais en réalité, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de cessez-le-feu. Et ce qui se passe à Gaza illustre exactement ce que les Russes ne veulent pas voir en Ukraine. Souvenez-vous qu'en Ukraine, Zelensky et les Européens veulent un accord de cessez-le-feu, tandis que les Russes ont toujours dit « nous pouvons avoir un cessez-le-feu », mais il doit s'inscrire dans un processus plus large qui mène réellement à la paix. Autrement dit, nous avons besoin d'un accord de paix, un accord qui ouvre la voie à des négociations pour une situation durable et stable permettant un cessez-le-feu. Ce n'est pas là le problème. Mais un cessez-le-feu ne flotte pas dans le vide.
Il est lié à un processus plus vaste, codifié, signé et accepté par les deux parties. Et si vous vous souvenez de ce que les Russes ont présenté en juin de cette année à la délégation ukrainienne à Istanbul, c'était en réalité tout un processus qui devait conduire, depuis le début des négociations, jusqu'à la paix. Et dans ce processus, il est très détaillé dans le document fourni par la délégation russe, il y a un cessez-le-feu, dont les modalités sont expliquées avec une grande précision, précisément pour éviter ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza. Le problème, c'est qu'à Gaza, Trump voulait un traité ou un accord très tape à l'œil afin de pouvoir faire son spectacle à Sharm el-Sheikh. Mais ils n'y ont jamais vraiment impliqué le Hamas. Autrement dit, si l'on veut un accord durable et soutenable, il faut les deux parties. Comme je l'ai souvent dit, la paix est un processus qui commence en soi. Il faut parler à l'autre, mais d'abord, il faut accepter de vouloir être en paix. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'un des partis, à savoir les Palestiniens, n'a même pas vraiment été consulté. On leur a demandé d'accepter, mais pas de participer à la rédaction du document. Ils n'ont joué aucun rôle dans son élaboration. Même les pays arabes impliqués dans la création du document ont finalement été trahis, car celui-ci a ensuite été modifié et amendé par Benjamin Netanyahou. Cela signifie que cet accord de cessez-le-feu est en réalité un document conçu par Trump et Netanyahou et que le Hamas a été contraint de l'accepter. Ce n'est donc en aucun cas un accord de paix. Il ne peut pas fonctionner. Et je pense que ce que nous avons vu ces dernières semaines est exactement le type de situation que les Russes ne veulent pas voir en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, je n'ai vu personne essayer de comparer les deux situations. Parce qu'en réalité, il y a deux conflits et certaines similitudes. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans ton émission. Mais en ce qui concerne cet accord de paix, nous avons ici exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en Ukraine. Ce que Trump a fait à Gaza est précisément la raison pour laquelle toute la question dont nous allons parler, Tomahawk, Zelensky, Budapest et tout le reste, soutient en fait l'idée russe selon laquelle on ne peut pas gérer une crise de la manière dont Trump l'a fait. Un processus de paix ne peut pas être imposé par quelqu'un. Cela doit être accepté par toutes les parties. Cela doit être intériorisé. Je ne sais pas si c'est le bon mot en anglais, mais en tout cas, cela doit venir de soi-même. Il faut accepter de faire la paix. Et ce n'est pas facile, car je l'ai vu de nombreuses fois. J'ai participé à de nombreux efforts de médiation, surtout en Afrique, où, pour une raison ou une autre, les gens veulent se battre parce qu'ils estiment avoir une bonne raison de le faire. Et la première étape avec toutes ces personnes n'est pas de les convaincre que l'autre camp a raison. La première étape consiste à les convaincre que la paix est meilleure pour eux, qu'ils doivent accepter, au fond d'eux-mêmes, l'idée d'être en paix, et que la paix est le meilleur choix. Et puis, un accord doit être juste. Il doit également satisfaire à ce critère de justice. Car si vous pensez que vous vous battez pour une cause juste, vous ne pouvez pas simplement accepter la loi du plus fort, sous prétexte que vous êtes faible. Il doit donc y avoir un élément de justice en jeu. Et c'est là tout le travail de la médiation. Comprendre et faire apparaître cette justice dans l'accord, afin que celui-ci devienne acceptable pour les deux parties. Et nous retrouvons ici le problème en Israël. Car si un pays ou une culture décide dès le départ que les autres n'ont droit à rien parce qu'ils ne sont pas les élus, il devient extrêmement difficile d'expliquer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tu veux dire intérioriser la paix. Intérioriser, exactement.
Oui, merci beaucoup. Parfois les mots viennent et parfois non. Intérioriser, absolument. Absolutely. Thank you very much. No, no, absolutely. Cela m'arrive aussi, car lorsque je parle en portugais et que je passe à l'anglais, cela se produit. Colonel, nous savons qu'il y a eu une rencontre entre Donald Trump et Zelensky, au cours de laquelle, comme l'a rapporté le Financial Times, Trump a exhorté Zelensky à accepter les conditions de Poutine ou à être détruit par la Russie. Mais cette fois, après l'appel téléphonique entre les deux présidents, Poutine et Trump, on ne voit pas le même genre de panique que la dernière fois parmi les dirigeants européens. Pensez-vous qu'au fond, ils estiment que la question est désormais de savoir comment poursuivre la guerre, et non les détails de la manière d'y mettre fin? Vous avez mentionné les missiles Tomahawk, et nous parlons des escalades qu'ils vont introduire sur le champ de bataille entre les deux camps. Nous ne parlons pas de mettre un terme au conflit. Est-ce encore une préoccupation pour les Européens? Ou bien la principale question est-elle de savoir si l'Europe est à nouveau en panique, ou au contraire, si elle est devenue si calme face à la poursuite du conflit qu'elle ne le ressent même plus? Non, je pense qu'il y a une sorte de panique qui persiste. Je veux dire, elle est probablement moins apparente qu'elle ne l'était après la réunion d'Anchorage, mais elle existe. On peut aussi voir que Zelensky est en panique. Je n'ai pas suivi tous les détails de ce qui se passe sur le terrain hier ou avant-hier, mais apparemment les Russes ont effectué un débarquement sur la rive ouest du fleuve Dniepr et ont atteint la ville de Kherson. Cela signifie que les Russes pourraient avoir une tête de pont là-bas pour avancer dans la partie ouest de la zone du Dniepr. Peut-être même atteindre Odessa, je ne sais pas. En tout cas, cela montre que l'Ukraine se trouve de plus en plus dans une position critique, et Zelensky en est conscient. Fait intéressant, même sa demande d'obtenir des Tomahawks n'avait pas pour but de remporter une quelconque victoire. Si l'on lit attentivement ce qui s'est passé à la fin du mois de septembre, lorsque Zelensky a demandé des Tomahawks à Trump, ce n'était pas pour gagner la guerre, mais pour faire pression sur Poutine afin d'aboutir à un accord de paix. Bien sûr, ce que Zelensky veut et ce que les Européens veulent, c'est un accord à leurs conditions. Et c'est évidemment la réalité sur le terrain. D'après ce que je comprends, ils veulent une sorte de pause. Vous savez, une sorte de cessez-le-feu, pas un accord substantiel. Oui, non, je comprends cela. Mais cela fait partie de leur propre processus. Ce qu'ils comprennent, cela fait partie de leurs termes, si l'on veut. Oui, ce n'est pas la paix en tant que telle. Mais je pense, d'après les rapports que j'ai vus d'Axios, que lorsque Zelensky a demandé une discussion, ils ont parlé de paix. Mais en réalité, vous avez tout à fait raison de le souligner. Dans l'esprit européen et dans celui de Zelensky, un cessez-le-feu équivaut à la paix. C'est très particulier, d'ailleurs. C'est exactement ce que nous avons à Gaza. Nous présentons cela comme un accord de paix, mais en réalité, c'est simplement un accord de cessez-le-feu. Vous voyez? Et c'est là le problème. Encore une fois, nous y revenons. Si vous lisez mon autre livre ici, derrière mon épaule, celui-ci est en français, mais il existe aussi en anglais, c'est L'art russe de la guerre. J'explique que, pour les Russes, la guerre et la paix sont comprises de manière holistique. Je veux dire que la guerre n'est pas seulement ce qui se passe sur le champ de bataille. La guerre est une activité complexe qui s'inscrit dans une idée plus large. Vous vous souvenez de Clausewitz? Tout le monde sait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et cela illustre exactement la position russe. Cela s'applique à la guerre. Et cela s'applique à la paix. Si vous regardez par exemple ce que les Russes ont essayé d'accomplir,
La raison pour laquelle ils sont entrés en Ukraine en février 2022, c'était en réalité pour faire appliquer les accords de Minsk. Car encore une fois, il s'agit de politique, des accords de Minsk, que l'on est censé mettre en œuvre. Mais après 8 ans, les Ukrainiens n'étaient pas prêts à le faire, et en fait, ont refusé de les appliquer. Et donc, je ne veux pas revenir sur toute l'histoire, mais j'explique cela dans mes livres. L'idée était de faire appliquer l'accord politique par la force, car les Ukrainiens l'avaient signé, et non les Russes. Mais les autorités du Donbass avaient signé cet accord. Il devait donc être mis en œuvre. Plus tard, lorsque les Russes sont entrés en Ukraine à la fin février et ont commencé à se rapprocher de Kiev, cela a créé une pression politique. Zelensky, dès le 25 février d'ailleurs, a demandé à négocier avec les Russes. On retrouve donc ici exactement le même schéma. On utilise la force militaire parce que la politique a échoué, puis lorsque la force atteint un certain objectif, on revient à la politique. C'est la raison pour laquelle les Russes n'ont jamais refusé de négocier, parce que cela fait partie du processus. Vous avez un accord, il ne fonctionne pas, d'accord. Alors les conditions changent et tout cela, et vous êtes contraint d'aller à la guerre. Mais ensuite, la guerre conduit à une situation où il est probablement préférable de négocier. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de février 2022. Puis, après que les Européens ont court-circuité cela, les négociations ont repris à la mi-mars 2022. Là encore, les Européens ont fait échouer toute la tentative ukrainienne. Et il y a eu une troisième tentative en août 2022. En tout cas, c'est cette manière de jouer sur les deux tableaux, le militaire, la politique de défense et la politique étrangère, en alternant afin d'obtenir le succès. Ce qui signifie que les Russes, et c'est exactement ce que j'ai expliqué à propos de ce qu'ils ont remis à la délégation ukrainienne en juin 2025, ce mois de juin, ont décrit un processus de paix complet. Car pour les Russes, ils perçoivent et comprennent la guerre un peu comme on regarderait un film, tandis que les Européens voient la guerre comme une photographie, une image fixe. Et c'est précisément pour cela, par exemple, que lorsqu'ils parlent d'un cessez-le-feu, cela reste suspendu dans l'air. Il n'y a pas de condition, un cessez-le-feu inconditionnel. C'est ce que veulent les Européens. Mais il n'y a aucun processus avant, aucun processus après, rien qui y soit lié. Alors que les Russes ont expliqué, nous ne sommes pas contre un cessez-le-feu. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a déclaré le 14 juin 2024. Il a expliqué qu'il était prêt à un cessez-le-feu, mais dans le cadre d'une négociation qui commencerait par l'abandon, par l'Ukraine, de l'idée de rejoindre l'OTAN, et par la cession des territoires de Kherson, Zaporijjie-Donetsk et Luhansk. Ce serait le début d'un processus. Dans ce processus, il y a un cessez-le-feu qui conduit progressivement à la paix. Ainsi, les Russes ont une approche axée sur le processus, tandis que lorsqu'il s'agit de conflits, et je pourrais même dire de politique en général en Europe aujourd'hui, on ne raisonne pas en termes de processus. On ne voit que des actions isolées, complètement déconnectées les unes des autres. Et c'est exactement ce qui conduit à l'échec économique de la France, tous les échecs que nous connaissons, parce que nous ne voyons jamais le lien entre ce que nous faisons et les résultats. Cela explique aussi pourquoi nous avons mené la guerre au Moyen-Orient. Personne ne savait vraiment quel objectif nous voulions atteindre. J'ai rencontré plusieurs de mes amis qui ont participé à la guerre dans la région du Sahel, l'opération Barkhane, contre des groupes islamistes, ou enfin pas seulement des groupes islamistes. Bref, ces groupes armés au Mali, au Niger, et ainsi de suite. Ce sont tous des lieutenants-colonels ou des colonels, et ils y ont pris part. Quand j'ai parlé avec eux du conflit, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vraiment su quel était
l'objectif de l'opération. Ils ont tué des gens. Bon, d'accord. Mais ils ne savent pas exactement quel était l'objectif de toute l'opération. Et cela n'a jamais été précisé. Si vous lisez la stratégie élaborée par le gouvernement français pour l'opération Barkhane, il n'y a pas de véritable objectif. Et c'est exactement ainsi que nous procédons. Juste des actions isolées, complètement déconnectées du reste. C'est pourquoi tout ce que nous faisons se situe en réalité au niveau tactique. Il n'y a pas de vision stratégique de ce que nous faisons. Nous n'avons pas un état d'esprit stratégique. Nous avons un état d'esprit tactique. C'est pourquoi, très souvent, quand je parle des généraux en Europe, je dis que ce sont des caporaux avec des étoiles sur les épaules. Parce qu'ils réagissent comme des caporaux, comme des sergents sur le champ de bataille. Ils n'ont aucune vision. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent accomplir. Et c'est là le problème. Si nous parlons d'une guerre possible en Europe, par exemple, nous pouvons avoir le meilleur char du monde, le meilleur avion du monde, tout ce que vous voulez, cyber, technologie, peu importe. Le problème, c'est que les Russes seront supérieurs parce qu'ils pensent de manière stratégique. Ils ont une vision de ce qu'ils veulent accomplir. Ils connaissent leurs objectifs et ils ont une méthode pour les atteindre. Et c'est exactement pour cela qu'ils ont réussi en Ukraine. Ils ont commencé avec une force bien plus petite que l'armée ukrainienne, en février 2022, en fait. En plus de cela, non seulement ils disposaient d'un contingent très réduit en Ukraine, mais ils avaient aussi les armées des républiques de Lugansk et de Donetsk, qui étaient des milices n'ayant pas la même formation que l'armée russe, donc encore plus faibles que les Russes. Autrement dit, ils ont commencé cette guerre avec très peu de ressources. Et, malgré, ils ont obtenu des succès. La raison pour laquelle ils réussissent, c'est qu'ils comprennent l'action dans le cadre d'une stratégie. Ils savent exactement où aller. Les Occidentaux, et c'est la même chose avec l'Ukraine aujourd'hui, montrent précisément ce manque de stratégie, ce manque de réflexion stratégique. Nous essayons de résoudre des problèmes tactiques au lieu d'avoir une vision de ce que nous faisons. Et encore une fois, ce que je dis, et c'est ce que je mentionne dans mes livres, d'ailleurs, correspond à l'une des citations de mon ouvrage. Sun Tzu disait que la tactique sans stratégie n'est qu'un bruit avant la défaite. C'est exactement ce que nous avons. Je pense que la stratégie du côté des Européens consiste à savoir comment se vaincre soi-même, sans se rendre compte qu'on se vainque soi-même. C'est exactement cela. Agir sans réfléchir aux conséquences, sans voir la vision d'ensemble de ce que nous faisons. Vous voulez nuire aux Russes, alors vous le faites, sans même comprendre. Il y a eu un cas la semaine dernière, non pas avec la Russie, mais avec la Chine, lorsque le gouvernement néerlandais a décidé de reprendre Nexperia, une entreprise de semi-conducteurs chinoise, mais dont le siège se trouve aux Pays-Bas. Ils l'ont donc reprise, et soudain ils ont oublié que toute la chaîne de production se trouve en Chine. Alors la Chine a dit, eh bien nous allons simplement fermer la porte. Voilà. Et maintenant, le gouvernement néerlandais se retrouve avec une entreprise qui n'a plus de travail, plus de produits. Ils ont simplement fermé la porte. Résultat, des centaines de personnes se retrouvent soudainement au chômage. Cela illustre parfaitement le genre de vision à court terme avec laquelle l'Occident fait des affaires. Nous avons tendance à ne regarder que l'apparence des choses, sans comprendre ce qui se cache en dessous. Il y a un dicton allemand, mehr sein als Schein, être plus qu'il n'y paraît. Cela signifie que nous devrions avoir des qualités intrinsèques. Ce n'est pas ce que l'on montre qui compte, mais ce que l'on est. Mais nous faisons exactement le contraire.
Tout tourne autour de l'apparence, du spectacle. Nous voulons montrer que nous n'aimons pas les Russes. Alors nous imposons des sanctions et tout le reste. Et soudain, nous réalisons que nous sommes les premiers à être victimes de ces mesures. Je veux dire, parlons de Nord Stream, ou de tout ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années avec toutes les guerres que nous avons menées. C'est exactement la même chose. Nous ne pensons pas aux conséquences de ce que nous faisons. Nous agissons simplement parce que nous avons l'impression que nous devons le faire. Souvenez-vous, c'était le 12 septembre 2001, lorsque les États-Unis voulaient réagir aux attentats terroristes du 11 septembre. Il y a eu une réunion de crise, et pendant cette réunion, quelqu'un a demandé « Avons-nous suffisamment de cibles à bombarder en Afghanistan ?» Le représentant de l'US Air Force a répondu « Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de cibles en Afghanistan. » Alors Rumsfeld, je crois que c'était Rumsfeld, mais je peux me tromper, a dit « Ah, nous n'avons pas assez de cibles en Afghanistan, alors bombardez l'Irak. » Vous voyez, c'est exactement l'absence de stratégie. C'est ce genre de stupidité qui a guidé notre politique dans les pays occidentaux depuis des décennies. Et c'est exactement le prix que nous payons aujourd'hui. Car au lieu de mener des guerres stupides, les Chinois ont éduqué leur population, construit des infrastructures, créé une base industrielle. Et maintenant, ils sont en tête dans toutes les technologies émergentes. Encore une fois, au lieu de dépenser de l'argent pour tuer des gens quelque part au Moyen-Orient sans raison, ils ont développé leur propre savoir-faire, leurs propres capacités, leurs propres compétences. Et maintenant, ils sont en tête. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Et tant que l'Occident ne comprendra pas cela, il échouera encore davantage. Je suis très pessimiste quant à l'avenir de l'Occident si nous ne prenons pas conscience de cette réalité. La situation actuelle n'est pas très encourageante et je pense qu'elle pourrait certainement empirer si nous ne nous réveillons pas bientôt. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Carl. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.